Une erreur qui existe souvent dans la perception de l'image animée et de ses métiers, c'est de penser que le jeu vidéo et un film d'animation 3D, ou une série d'animation par exemple, vont se travailler exactement de la même façon. Or, il se trouve que ce n'est pas le cas. Côté jeu vidéo, on va avoir besoin de garder une image fluide parce qu'on va jouer en temps réel et que, au fur et à mesure que vous progressez, votre niveau va s'afficher. Donc il faut, peu importe le nombre d'ennemis, peu importe le nombre d'éléments qu'on va vous présenter, gérer le niveau de détail, gérer les particules, gérer ces effets visuels, de sorte à ce que le jeu puisse, sur console ou sur ordinateur, rester fluide le plus possible. Là où un film d'animation en 3D, on va pousser les détails parce qu'on va avoir cette puissance de calcul qui va travailler évidemment en amont de la diffusion du film. Et justement, ces différences-là font que dans les écoles spécialisées, vous allez avoir la 3D d'un côté jeu vidéo et de l'autre, vous allez avoir la 3D destinée aux films d'animation, etc., etc. Justement, on a la région Occitanie qui avait organisé un événement qui s'appelle Convergence dans ce sens, réunissant les professionnels de l'animation d'un côté et du jeu vidéo de l'autre, pour échanger notamment sur les différentes méthodes et sur le temps réel appliqué aux films d'animation et aux séries d'animation, sur les bienfaits et les limites. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, on reçoit Menhir-FX dans un entretien que j'attendais depuis longtemps parce que on a la possibilité avec Simon, qui est l'un des cofondateurs, de discuter de leurs triples compétences en animation justement 3D, une compétence vraiment dédiée jeux vidéo avec le prochain jeu notamment de The Game Bakers dont ils ont fait les cinématiques, et enfin en motion design. Ce qui va être d'autant plus intéressant, c'est que on est sur une entreprise qui va travailler en RSE, donc avec un engagement social vis-à-vis de leurs employés, et ça c'est quelque chose qu'on découvrira dans un autre épisode. Pour l'instant, je vous propose de retrouver Simon qui va nous expliquer ce qu'est Menhir-FX, comment ils travaillent et quelle est leur vision de ces industries de l'image animée. Est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes ce que Menhir-FX fait comme activité ? Ouais, bien sûr. Donc moi, c'est Simon Tarsiguel, donc je suis un des cofondateurs de l'entreprise Menhir-FX. On est un studio d'animation 3D, donc de base, on vient du monde du cinéma d'animation. Et il y a quelques années, on a pris un petit virage pour aller travailler plutôt du côté jeux vidéo. Donc on va s'occuper de tout ce qui va être asset marketing. Et en grande partie, on va faire des trailers pour les jeux vidéo. Mais on va aussi, par exemple, les accompagner sur tout ce qui va être cinématique in-game. Voilà. Globalement, on va dire que c'est les deux plus gros assets qu'on va faire. Et puis, de temps en temps, on a un petit projet pour du luxe, par exemple, de la publicité, etc. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles on partage pas vraiment. C'est plutôt quelque chose qui permet de nourrir la boîte, on va dire ça comme ça. Et Menhir-FX, vous êtes implanté sur Montpellier, il me semble que c'est 2017 la date de création. Alors nous on a commencé en 2017 mais en tant que freelance, et l'entreprise elle a été créée officiellement en SARL en 2018. D'accord. Parce que justement, donc vous êtes implanté depuis un bon moment et justement donc vous avez eu le temps de participer à la vie de Montpellier et justement à l'évolution des entreprises. Est-ce que justement aujourd'hui il y a un travail que vous faites avec notamment The Game Bakers pour ne citer que, qui justement est-ce que votre métier a évolué depuis 2018? Oui, alors Montpellier, ce qui est très cool, c'est que c'est quand même une région qui est carrément qui aide beaucoup les studios de jeux vidéo et de cinéma d'animation. Donc on va dire qu'il y a un territoire qui est open pour notre travail, donc ça c'est hyper cool. Concrètement, nous on s'est regroupé avec 5 autres entreprises. On a un collectif, une association qui s'appelle le MIA, M-I-A, et Montpellier Images Animées. Et en gros, donc ça c'est déjà des boîtes qui font du cinéma d'animation, qui gravitent autour du jeu vidéo, mais on est plutôt dans le côté série, anime, pur anime, voilà.
Et après, évidemment, on travaille avec quelques acteurs montpelliérains. Donc il y a, tu as parlé de The Game Bakers, on pourrait y revenir, mais oui, donc depuis quelques mois on travaille avec eux, donc c'est hyper cool, et avec des éditeurs comme Dear Villager, je sais pas si ça te parle, mais qui est un éditeur assez gros sur Montpellier, et qui ont plusieurs jeux à l'année, ils vont éditer plusieurs jeux à l'année, et de temps en temps ils vont nous faire appel à nous pour les aider sur des parties marketing. On a vu qu'il y avait techniquement deux grosses différences. Notamment en technique, on a la partie animation justement série film, et on a le côté jeu vidéo avec notamment on a vu avec la région Occitanie qui avait organisé la journée Convergence où on abordait la notion du temps réel dans l'animation 3D côté série où on avait des entreprises qui n'avaient pas en fait ces compétences-là. Est-ce que vous avez une double compétence qui vous permet d'aller sur les deux terrains, ou est-ce que vous apportez par exemple le temps réel sur le domaine de l'animation? Yes, ouais, c'est une super question. Alors oui, il y a quelques années, beaucoup de studios d'animation se sont dit le temps réel, ça a l'air quand même vachement cool, avec des logiciels comme Unreal ou Unity. Donc oui, nous en fait ça a fait sens. Comme nos clients sont des studios d'animation, des studios de développement de jeux. Et que eux, leurs outils sont généralement du Unity ou du Unreal. Bon, après, ils ont des trucs maison, mais on va dire que 90% du temps avec ceux qu'on travaille, ça va être ce genre de logiciel-là. Ça faisait sens que nous, on se mette à la page. Là où c'est hyper cool, c'est qu'on peut rentrer directement dans leur fichier à eux et venir récupérer ce qui nous intéresse pour faire un trailer, par exemple, ou alors amener une partie plus cinématographique en refaisant certaines caméras. Voilà, on va pouvoir vraiment mettre la main dans le cambouis de leur jeu. Et ça, c'est un aspect qui est plutôt sympa. Donc, on utilise deux pipes au studio. On a le temps réel qu'on va utiliser de temps en temps. Et puis, quand on veut peut-être monter un peu la qualité ou que le projet nous le permet, on va utiliser du précalculé. Donc là, vraiment comme dans le cinéma d'animation classique. Et pourtant, souvent on imagine qu'il faut des grosses équipes pour pouvoir faire l'un puis l'autre. Ça veut dire qu'en interne, comment est-ce que vous travaillez finalement votre recrutement? Est-ce que vous recrutez dans la partie temps réel et ensuite vous les formez en interne sur le précalculé, ou est-ce que au final vous recrutez un petit peu entre guillemets des deux branches? Ouais, non, c'est plutôt l'inverse. Nous on recrute des gens qui viennent plutôt de l'animation et qui sont formés au précalculé. Aujourd'hui, on essaie de trouver des profils qui ont une appétence à minima pour le temps réel, et après on les forme en interne. Donc c'est plutôt comme ça. Mais là maintenant, on va dire que ça fait 2-3 ans vraiment que Unreal par exemple est bien ancré, même pour l'animation, même dans les écoles. On va trouver des profils qui touchent un peu à tout, et on va les former tout simplement. D'accord, oui, c'est un travail sur entre guillemets le moyen long terme, justement de recruter et d'essayer de faire en sorte de valoriser le profil sur différents projets. Parce qu'en plus, totalement. Après, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire que après il y a eu un espèce d'Eldorado où tout le monde disait waouh, Unreal c'est incroyable, il faut qu'on s'y mette, etc. Sinon on sera plus à la page. Je pense qu'aujourd'hui il y a pas mal de studios qui reviennent un peu en arrière là-dessus. C'est très cool, ça permet de faire plein de choses, mais aujourd'hui ce qui est cool c'est d'avoir le choix, de se dire pour cette typologie de projet c'est plus intéressant de faire du précalculé, mais pour cette typologie de projet le Unreal va être très intéressant par exemple, ou Unity. Donc vraiment on va plus choisir en fonction de la prod en question, et plus dire faut la faire absolument sur Unreal parce que c'est l'avenir ou je ne sais quoi. Oui, pour toi justement, il y a encore des entreprises qui sont un petit peu en tunnel vision sur Unreal, en idéalisant peut-être un peu ce procédé. Je pense que c'était le cas, et nous on en faisait partie. Je pense que c'est plus le cas parce qu'on a eu le temps maintenant d'essuyer les pots cassés, parce qu'on peut pas faire tout ce qu'on a envie. On est habitué à des moteurs particuliers qui sont hyper puissants, et le temps réel c'est super puissant, mais ça a plein de défauts. Et donc pour du jeu ça marche très bien, mais quand on fait du cinéma c'est un peu plus compliqué. Donc on a vite déchanté sur certains aspects. Voilà, c'est pour ça que je te dis que suivant les projets, ça peut très bien s'y prêter, mais pas forcément pour tout. D'accord. Et justement, en parlant de projets, on parle d'animation d'un côté, jeux vidéo de l'autre, mais en plus vous avez la casquette motion design, avec du coup cette compétence-là qui est assez présente en fait finalement sur les projets dont on va parler dans une minute.
pareil, quand on vous voit MenhiRFX, on est sur une équipe où on a l'impression que vous allez être une quinzaine maximum. Est-ce que le motion design représente une force vive importante, ou est-ce que au contraire on arrive à faire beaucoup avec peu, entre guillemets? Ouais, non, c'est hyper important dans notre DA au studio. Donc on a un directeur créatif donc qui s'appelle Pierre Tarsigel, qui est mon frère, qui est assez fan du mix média. Donc quand en fait on va mélanger plein de styles différents, de la 2D, du motion, de la 3D, etc. Et quand on a moyen de jouer avec tout ça, c'est quelque chose qui nous plaît bien. Donc voilà, donc c'est vrai que tu vois, pour les projets qu'on va faire, on a soit on va faire de la full 3D, soit on peut faire de la full 2D, soit on fait du montage motion, mais on peut aussi mélanger les trois. Et généralement ça donne des choses qui sont assez intéressantes, qu'on aime bien. Donc on a entre 1 à 2 motion dans le studio, donc c'est pas énorme. On est quand même plus majoritairement on a des profils qui sortent plutôt du milieu de la 3D, mais avec deux personnes largement, on peut faire ce qu'on a envie, ça marche bien. Et est-ce que tu peux expliquer le concept justement d'utiliser le motion design dans par exemple une cinématique? Comment est-ce que vous utilisez les différentes compétences pour créer justement une direction artistique un petit peu originale, ou même des procédés qui peut-être vous font gagner du temps? Alors ça dépend des projets. Mais on va dire que déjà on a des projets, c'est les petits trailers, on va dire qu'on va faire au studio, ça va être du montage in-game. Donc là on va vraiment capturer le jeu, on va jouer, on va capturer les images et on va faire un montage de ces images-là. Et généralement on va avoir du motion qui vont se trouver à 2 endroits, le call to action à la fin, donc c'est-à-dire vraiment c'est souvent une affiche du jeu, quelque chose qui représente le jeu, avec une phrase un peu clé pour dire achetez le jeu, disponible bientôt, en wishlist, etc. Et ça, généralement, on va l'animer, ce qui permet d'arriver sur un truc un peu plus sympa. Le motion va se faire sur les textes, par exemple, ou sur une animation de personnage dans le fond d'une image, etc. Et après, on va avoir aussi ce qu'on appelle des cards. Donc ça va être des parties dans la vidéo qui vont venir un peu créer des chapitres. Donc par exemple on pourrait avoir l'intro, puis après on va dire on va mettre une feature du jeu, je sais pas, par exemple on peut sauter et courir, c'est incroyable, voilà, ce genre de choses. Ou alors on va mettre un artiste en valeur, je sais pas, il y a un compositeur connu qui va travailler sur le jeu, bah ça va être lors de ces moments-là qu'on va utiliser le motion. Donc ça c'est vraiment sur du petit trailer. Et après quand on a des trailers plus conséquents, on va utiliser de la 3D, du motion, etc. Bah là ça va dépendre du projet, mais on peut avoir des effets 2D, des effets spéciaux 2D qu'on veut voir créer pour dynamiser un plan. Ça va nous servir dans les transitions. Par exemple, imaginons on veut passer en noir et blanc, ou je ne sais pas, jouer avec un effet de peinture, ou bref, en fait tout est imaginable. Ça nous laisse plein de place à la créativité. En parlant de ces projets et de cette créativité-là, dès le départ, MenhiRFX s'est positionné, en tout cas c'est comme ça que j'ai connu MenhiRFX avec la partie jeux vidéo, c'est-à-dire on a la double compétence qui est connue, mais c'est vrai que c'est le côté trailer de jeux vidéo, et justement entre le trailer et les cinématiques in-game, donc c'est vraiment ce qu'on va retrouver à l'intérieur du jeu, on n'est pas sur les mêmes durées, on n'est pas non plus parfois sur les mêmes techniques. Est-ce que dès le départ vous savez faire les deux, ou est-ce qu'à un moment donné il a fallu sauter le pas sur un projet en particulier en vous disant bon c'est bon, on va le faire maintenant, on a les forces vives? Ouais. Non, alors le trailer ça a fait sens tout de suite, parce que le trailer c'est du cinéma. En fait là on peut c'est comme faire une bande-annonce pour un film. C'est des compétences qu'on avait déjà en interne. Donc ça c'était tout de suite, ça il y avait aucun problème. Par contre pour pouvoir faire des cinématiques, généralement, il faut pouvoir mettre le nez dans le logiciel des développeurs, parce qu'en fait, on va travailler à l'intérieur. Donc là, il nous fallait ces compétences-là. Donc ça, c'est venu plus tard. Ça fait 2 ans donc voilà, la boîte, elle a 6 ans. Ça fait 2 ans vraiment qu'on fait des cinématiques. Et en plus, comme tu l'as dit, les durées sont pas du tout pareilles. Un trailer chez nous, généralement, on est autour de la minute. On aime bien. C'est quelque chose qui permet de garder l'attention du spectateur. Voilà, 1 minute, 1 minute 30 si on a beaucoup de choses à raconter. Une cinématique, ça va de quelques minutes à 40, 50, 60 minutes, alors souvent découpé en morceaux dans un projet, mais vraiment on est sur des choses qui ressemblent beaucoup plus à de la série ou du film.
Ouais, effectivement, là, vous avez travaillé avec The Game Bakers sur leur jeu. Alors, c'est un jeu qui justement est vraiment en cours. On découvre au fur et à mesure des choses dessus. Est-ce que moi, ce qui m'intéresserait, c'est justement de parler du jeu, mais depuis votre perspective à vous, puisque Game Bakers, on aura l'occasion sur Radio Clapas de pouvoir les recevoir, je l'espère en tout cas, au moins de parler du jeu. Donc, est-ce que tu peux nous en parler justement de ce que toi tu as comme vision? Ouais, je peux vous dire ce qu'on fait. Pas concrètement parce que on a des clauses de confidentialité sur le jeu. Et après, je vais pas communiquer sur le jeu en lui-même. Ça, en vrai, je vous laisse regarder ce qu'il y a sur Internet et les personnes qui répondront pour The Game Baker pourront te raconter plein de choses sur le jeu, j'imagine. Mais en tout cas, donc nous, ils nous ont contactés pour pouvoir faire une partie, pas tous, une partie des cinématiques du jeu. C'est un jeu qui va être qui a une partie assez narrative. Et du coup, dans certains moments, on va suivre l'héroïne par des cinématiques assez courtes, de quelques secondes à plusieurs minutes. Et du coup, nous, on participe à ça. Donc, dans le process, généralement, on va récupérer les différents éléments qui vont nous donner, donc les personnages, les décors, etc. On va récupérer aussi un script pour nous dire qu'est-ce qu'on doit raconter. Et nous, on va s'occuper de créer tout ce qui va être les caméras, donc définir vraiment les cadrages, le rythme qu'on veut dans la vidéo, etc. On va leur faire une proposition. Si ça leur convient, on va faire l'animation des personnages. Voilà. En gros, on a vraiment ce jeu un peu de réal où on va jouer sur les caméras, puis quand c'est validé, on va pouvoir animer nos personnages jusqu'à la fin. Et ensuite, une fois qu'on a fait notre tambouille, on remet tout à l'intérieur de leur jeu. Voilà. Et comme ça, après, leurs équipes en interne font en sorte que la cinématique se lance au bon moment quand on arrive à certains endroits du jeu. Voilà. Donc globalement, c'est à peu près ça notre mission. Et je pense pas pouvoir en dire beaucoup plus. Après, si t'as d'autres questions, peut-être que je pourrais y répondre, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, il y a pas de souci parce que comme ça garde le mystère aussi un peu autour de Kern. Mais ce qu'on remarque, c'est quand même qu'on a une direction artistique qui est très prononcée. Donc ça, c'est du côté The Game Baker. De l'autre côté, quand on regarde ManiaFX, on voit aussi une envie d'aller sur des projets qui permettent cette expression artistique-là. Est-ce qu'il y a besoin, selon toi, de se retrouver en terrain connu avec justement les différents partenaires sur les projets, ou est-ce que justement il y a cette envie d'explorer différents aspects, quitte à ce que vous arriviez en apportant une touche artistique là où au départ il y en avait pas. C'est-à-dire que là vous interagissez quand même avec des studios montpelliérains qui ont une patte très forte. Comment est-ce que vous décidez ça? Ça va dépendre de tous les clients qu'on peut avoir. Il y en a qui vont nous donner beaucoup de liberté, d'autres un petit peu moins. Là, particulièrement sur le projet Kern avec The Game Bakers, là ils avaient déjà une DA assez forte. Ils ont des directeurs créatifs qui sont très solides. Le jeu était déjà très bien avancé, donc on n'arrivait pas dans un monde inconnu. Donc il y a quand même ce qu'on appelait les guidelines, donc des éléments à suivre dans l'histoire. Par contre, ce qui est cool généralement, c'est qu'il y a des discussions. On va échanger en fait, on va faire des propositions artistiques qui sont, on va dire qu'elles sont légiférées par nos idées créatives. On va avoir aussi les guidelines dont je te parle et évidemment tout ce qui va être les contraintes financières de temps, etc. Donc avec toute cette tambouille, on va faire des propositions et là il y a un échange derrière où on va se retrouver en réunion, discuter, ok on aime bien ça on va le changer, etc. Donc il y a beaucoup d'échanges et franchement c'est très cool. Et là, on vous attend à la fois donc avec la sortie de Kern sur les cinématiques notamment, mais pas que, parce que il y a un énorme événement qui sera le 8 mars autour de Red Bull, auquel vous avez participé. Alors, on est sur carrément la direction artistique, entre autres, parce que pareil, à chaque fois, en fait, vous participez à plus d'un écart. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement et de votre contribution? Ouais, pas de souci. Donc ça, déjà Red Bull, c'est un partenaire historique pour l'entreprise. On travaille depuis très longtemps avec eux.
quasiment depuis le début où ils ont créé le pôle e-sport. Donc en fait, pour faire très simple, tout le monde connaît Red Bull pour le sponsoring de sport classique, sport extrême généralement, mais pas que. Et en fait, au moment du Covid, un petit peu avant, ils se sont dit, en fait, on peut aussi sponsoriser des joueurs professionnels de jeux vidéo ou faire des events e-sportifs. Donc nous, on va intervenir généralement sur la promotion de l'événement ou des fois l'annonce d'un joueur particulier qui rentre dans la team Red Bull. Voilà. Et là, du coup, Trackmania, ça faisait sens pour eux parce que beaucoup de gens savent, Red Bull est aussi une écurie de Formule 1 très connue et ils voulaient jouer sur ces deux aspects, le côté Formule 1 et le côté Trackmania, c'est un jeu de voiture et de l'autre côté un sport mécanique aussi. Et voilà, donc du coup ils nous ont contactés là-dessus parce qu'ils vont faire affronter différents joueurs assez connus. Ils font un gros tournoi autour de cet événement-là. Et du coup on s'est amusé à récupérer certains classiques chez eux où il y a la personne qui est partie de la stratosphère. Si je dis pas de bêtises, je me souviens plus de son nom. Le trailer commence comme ça. Nous on a fait la même chose mais avec une Formule 1, enfin avec un véhicule de Trackmania. Et après Red Bull a créé tout un circuit qui est super cool, qui raconte pas mal de choses sur sur l'entreprise en elle-même, sur son historique sportif, et les joueurs vont pouvoir s'affronter dessus. Voilà. Et nous, on est venu rajouter une grosse patte notamment de 2D là-dessus. Donc, on a fait toute la première partie en 3D, ce qu'on appelle un bumper, qui permet vraiment de catch les personnes, de les garder tout le long de la vidéo pendant le trailer et leur donner envie de participer ou de regarder l'événement. Et on a apporté, notamment tout ce qu'on parlait tout à l'heure, du motion, du FX 2D pour de la transition, pour donner un côté un peu plus fun à l'événement. Donc voilà. Quand vous passez d'un projet à un autre, justement le fait d'avoir cette double ou triple compétence des fois, est-ce que il n'y a pas des fois un temps nécessaire d'adaptation, ou est-ce qu'au contraire en fait justement Red Bull, autant donc vous avez produit les éléments il y a un petit moment déjà et ensuite ils sont utilisés sur l'événement une fois qu'il arrive, donc il y a une temporalité des médias et du hors média, mais de l'autre côté est-ce que vous de votre côté vous arrivez en fait à passer d'un projet à l'autre assez facilement, ou est-ce qu'au contraire de temps en temps il vous faut un temps de réadaptation et surtout un temps d'appropriation finalement du projet? Dans les studios d'animation en général, on est sur des projets qui sont relativement longs, plusieurs mois on va dire. Et la particularité de notre entreprise, il y en a d'autres, on n'est pas tout seul, c'est qu'on fait beaucoup de projets en même temps, mais des petits. Donc nous on est plutôt sur de l'ordre de la semaine à on va dire 2-3 mois dans nos projets. Donc ça fait que on est sollicité beaucoup en pré-production et qu'il faut trouver beaucoup de nouvelles idées, se creuser pas mal la tête. Donc non, c'est un challenge qui est intéressant, souvent c'est cool. Voilà, après on prend des vacances pour se reposer et récupérer de notre cerveau. Mais non, franchement ça se fait bien. Après du coup, tu vois, l'important c'est une belle pré-production. En gros, comment ça se passe? On va recevoir un brief d'un client, on va poser nos questions. Et on va prendre 2-3 jours pour trouver des références, rechercher ce qui a été fait dans le passé, et on va commencer à écrire des scripts, plusieurs idées. Voilà. On aime bien, il y a plusieurs personnes du studio qui peuvent totalement partager leurs idées, ce qui permet d'avoir des idées différentes, que ce soit pas toujours les mêmes personnes qui proposent. Et une fois que ça c'est fait, on propose aux clients et après voilà, on affine au fur et à mesure. Nous aurons l'occasion de rediscuter avec ManiaFX à l'avenir. En attendant, on aura aussi probablement l'opportunité de discuter avec The Game Bakers sur leur jeu Kern, dont ManiaFX a travaillé sur les cinématiques. Un jeu qui est magnifique, puisque cela vous plonge dans l'ascension d'une montagne qui visiblement a fait quelques victimes, puisqu'on est sur une ascension qui est extrêmement difficile, le tout dans un style très dessin animé, très stylisé, très cel shading pour les gens qui connaissent un petit peu, donc avec des couleurs qui vont parfois s'approcher du côté pastel. Et ce sera tout pour cette émission, j'espère que vous avez apprécié. En attendant, je vous souhaite à très très bientôt sur un pixel près. Très bonne journée.